Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G à Fight Week UFC, la troisième de l'année déjà, monsieur. Yes, c'est ça. Honnêtement, est-ce qu'il y a un petit moment où tu t'es dit, là, faut peut-être qu'on ouvre les compteurs, est-ce que tu sentais une forme de pression lors du combat, enfin pression, en tout cas pas quelque chose d'habituel lors de la Fight Week précédente, celle de William Gomis à l'UFC Apex aussi. Il y a toujours la pression. En général, quand on a des athlètes qui combattent, il y a toujours la pression. Chaque événement, c'est dans tous les cas, c'est comme ça, hein, quel que soit le sport, hein, quelle que soit la course automobile ou n'importe quoi, tu vas en compétition, bah, tu as cette pression-là l'issue n'est jamais certaine, pas à 100%. Il y a des certitudes, mais pas à 100%. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de doutes il y avait quand même des doutes sur le cas William parce que on lui a pas donné un gars facile. On lui a donné un gars qui était censé. D'ailleurs, on ne comprenait pas pourquoi on met deux prospects aussi dans leur début en frontal tout de suite pour qu'ils s'éliminent. Mais en tout cas, voilà. Il y avait une pression normale. Comme il y a, comme cette fois-ci, comme tu apportes le combat et tu te dis bon, euh, ce serait bien qu'on gagne, tu vois. Ah ouais, à ce point-là? Parce que, enfin, personnellement, moi je me dis que pour Nassourdine, il a perdu contre le septième, c'était en short notice, un main event. Enfin, j'ai pas l'impression qu'à ce niveau-là, tu sois en danger, ou tu dis ça plutôt dans le sens sécuriser sa place dans le top 15. Non, pas pour ça. Nassoudine n'a jamais été en danger, quoi. C'est que Nassoudine, à la fin de son combat, là, il a signé encore un nouveau contrat avec encore, son salaire complètement doublé, un peu plus du double d'ailleurs. Je crois que deux tiers en plus. Et donc, non, il n'a pas de problème, il ne souffre de rien de ce côté, mais défaite reste une défaite et ça bouffe, tu vois. La défaite, pour un jeune comme ça, Nassoudine est jeune et pour lui, enfin, il a une grosse fierté, il faut qu'il gagne, quoi. Enfin, faut qu'il gagne, il n'y a rien d'autre que la victoire. Du coup, la défaite peut devenir même un truc qui te bouffe tellement que tu n'arrives pas à bien performer. Donc, il y a ça, il y a le fait de rester dans le... C'est la défaite contre Strickland et une défaite qui euh, a fait reculer Nassourdine de l'imaginaire d'un potentiel contender. Parce que les conditions dans lesquelles tu vas faire un combat quand il y a un short notice sont toujours négatives parce que tu es toujours mal, quoi. Tu gagnes, on te dit, bon, de toute façon, l'autre ne s'est pas préparé, c'est pour ça que tu l'as gagné. Tu perds, on te dit, bon, t'as pas honte, t'as perdu contre un mec non préparé. Donc, l'un comme dans l'autre, c'est assez compliqué. Et donc, c'est une défaite où, mentalement, c'est dur à encaisser parce que tu sais que tu as un rêve. Lui, il a un rêve. C'est d'arriver un jour à être champion du monde. Et ce rêve-là vient de reculer. Donc, peu importe, son emploi n'est pas en danger. C'est un gars qui est spectaculaire. C'est un gars qu'on utilise soit sur les main events comme on a fait dernièrement, soit sur un pay-per-view comme celui-ci. C'est pas rien d'être sur une fat card où il y a un pay-per-view et donc on te met en fil de la préliminaire et tout, c'est pas mal, en tête de fil. Donc, je pense qu'il y a de la considération pour lui. Mais ça reste quand même qu'on a besoin de victoire. C'est on n'est jamais satisfait, on n'est jamais, comment dire, on n'est jamais totalement satisfait d'un certain nombre de victoires s'il n'y a pas toutes les victoires. Hein. Donc, chaque défaite, elle fait mal, tu vois. Et là, cet adversaire, Chris Curtis, ils auraient dû s'affronter lors d'Ares Fighting Championship 2 en Belgique. Finalement, quelques années plus tard, ils se retrouvent, enfin, ils s'affrontent à l'UFC. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu avais voulu longtemps ou c'était plus l'opportunité, là, Chris Curtis, qui s'est présenté en juin et vous l'avez accepté? Oui, après l'épisode d'arrêt, c'était fini, on avait oublié la trajectoire de Curtis, elle était oubliée. D'ailleurs, il était en retraite. Au bout d'un moment, il avait perdu un combat sur le PFL et puis il a décidé d'arrêter sa carrière, il ne voulait plus combattre. Et puis finalement, il revient très très fort, tu vois. Parce que Nassoudine avait pris une avance incroyable, donc nous, on ne calculait plus en fait. La vérité, c'est que, voilà. Et puis, à partir du moment où il a commencé à monter et qu'il a affronté Gastelum, c'était inévitable qu'au moment donné, on se croise. On savait qu'il nous a rattrapés, on est dans le même couloir et qu'il va falloir se battre à un moment donné.
Et là, tu le places où, toi, Chris Curtis? Parce que c'est vrai que personnellement, j'aurais préféré un Kelvin Gastelum pour Nassourdine. Là, il est dans une situation, je sais pas ce que t'en penses aussi, mais Sean Strickland, t'avais, tu peux perdre contre Sean Strickland. Là, Chris Curtis, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il est 15e, il est à sa bonne place. Je ne trouve pas qu'il est sur-coté ou sous-coté. Je pense qu'il vaut le top 15. Il a une grosse pression, il est dur au mal, c'est un très bon encaisseur. Il n'arrête pas d'avancer, il boxe bien, en anglaise en tout cas. Et puis de temps en temps, il décoche des middle qui sont puissants quand même. Maintenant, je pense que ça reste un combat correct parce que la politique de tomber vers l'avant, elle est bien, c'est ce qu'on veut toujours, mais on le veut tant qu'elle est disponible. Et quand tu reviens, ça c'est aussi des leçons de management, quand tu reviens j'ai sorti j'ai sorti un petit classement d'un top des 5 règles à ne pas faire sur le management ou des 5 règles à faire ou je sais pas. Mais en tout cas, quand tu reviens d'une défaite comme celle de Strickland, euh, tu devrais te mettre à la place de la production ou de la promotion sportive, te dire que oui, tu as passé ton temps à dire je veux un tel, je veux un tel, je veux monter, je veux tomber derrière l'avant, je vais tomber derrière l'avant. Quand la promotion te donne un combat vers la fin, que tu échoues et qu'ils te disent là, devant toi, il n'y a personne de disponible qui veut te prendre. Parce que devant toi, les gens qui sont dispo n'ont pas le temps pour toi. Ça ne les intéresse pas, ils veulent tomber aussi vers l'avant. Et ils te disent, bon, par contre, il y a un mec qui monte en flèche. Il a 6 combats comme toi à l'UFC, il a 4 victoires, 2 défaites identiques comme toi. On te le met, c'est le bon combat pour toi. Règle numéro 1, n'hésite pas non à cette proportion. Parce que en tant que promoteur sportif, tu apprendras très rapidement que c'est le truc qui va te t'exaspérer très, très rapidement d'un athlète. Vraiment, très rapidement, tu vas te dire, bon, lui, je ne sais pas pour qui il se prend, je ne sais pas ce qu'il attend. Il a cru qu'il va toujours exiger de tomber vers l'avant et il ne comprend pas que lui aussi, il y a des gens derrière lui qui ont envie de tomber vers l'avant. Donc, cette règle de vouloir tomber vers l'avant, il faut accepter souvent que tu sois la personne sur laquelle on va tomber vers l'avant. Et cette fois-ci, c'est nous qui sommes en avant et on a Chris Curtis qui tombe sur nous. Et concernant Nassourdine, j'ai l'impression qu'il est un peu plus en paix, un peu plus apaisé. Il est en voie de devenir très apaisé. Il est en voie. C'est pas encore total. Tu peux pas transformer un mec qui est aussi volcanique à l'intérieur, aussi fier, en quelqu'un qui va trouver l'apaisement. Je pense que chacun d'entre nous, on se connaît et, 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 euh, et tu connais ton tempérament. Des fois, tu arrives des fois à des endroits où tu es quelqu'un peut-être de plutôt euh, colérique, énervé, et tu peux tenter à certaines choses. Et quand tu te rends compte que tu es dans un environnement qui devient un peu hostile, où il y a des risques de situations conflictuelles, tu es intelligent, tu t'effaces. Tu fais un sourire, tu t'arraches, tu t'en vas. C'est pas parce que tu as peur, pas parce que tu fuis le conflit, mais c'est parce que tu sais comment tu réagis et tu dois dompter ce qui est en toi. Je pense qu'on est dans la phase de Nassourdine, il dompte qui il est. Et c'est que la première phase et tout, il y a Strickland qui le chauffe, machin, bah, il va se lâcher et puis il va apporter le naturel de lui-même, même à Paris, quand il était avec, comment il s'appelle, celui qui l'affronte à Joaquin Paris, Buckley. Rakim, bah, il est Nassourdine. Il apporte sa fierté, ce qu'il a, cette force-là et tout. Et puis petit à petit, il s'est dit, attends, si je compare mes performances, quand on est en train de me coacher et que je suis tendu, j'ai un temps de réaction beaucoup plus long, j'ai du retard sur mes choix, j'ai moins de lucidité, peut-être que je vais m'adapter plus, comment dire, dompter ce côté-là de fierté très forte qui me fait faire des choses qui ne sont pas nécessaires. Et ça prend un temps,
c'est très compliqué. C'est que il faut aller progressivement avec la personne et y arriver. C'est très compliqué. On ne se rend pas compte. Ça prendrait des heures pour pouvoir en parler. C'est un sujet sur lequel on pourrait faire un podcast. On pourrait faire carrément un qui est dédié dessus. Le sujet du poids de la culture et de l'éducation que le poids que ça peut avoir sur la performance sportive. Quand tu as vécu quand tu es dans un contexte où on te dit que si tu fais du football et tu te déplaces trop en arrière ou sur la gauche, tu es en train de fuir le combat dont tu es une merde, bah, culturellement, ça peut changer ta stratégie et décider complètement de lucide ta vie. Il va falloir que tu prennes sur toi et que tu te dises, OK, il y a à satisfaire la culture parce que euh, les gens de ma région voient ça comme ça. Et puis, il y a concrètement sur ce combat ou tel combat, je vais choisir de me déplacer à gauche, à droite, de reculer un peu parce que c'est ce recul-là qui va me faire gagner le combat. Et si je fais le têtu parce que je veux absolument rentrer dedans, parce que ça fait guerrier, bah, je pourrais perdre le combat. C'est un exemple que je donne, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. De se dire que il y a, il y a une grosse force, il y a une très grosse force en assaut, et cette force-là, faut la contrôler, qu'elle sorte au bon moment, au juste moment, pour que on accepte de se dire, bon, quand il m'a frappé, je fais mon sourire, je reviens, et puis je dis good job, ensuite je reviens parce que c'est mon tour maintenant, je vais pouvoir frapper. Et cette acceptation de partage et d'échange va faire de moi un meilleur combattant parce que j'aurai la paix avec moi. Donc, que tu parles du fait qu'il soit plus apaisé, c'est vrai. Il a beaucoup. C'est c'est un processus d'apprentissage. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est pas juste des paroles en l'air. C'est que quand des personnes lambda regardent un combat et se disent, là, je vois une défaite qui vient de se passer. Celui qui regarde avec la profondeur et la hauteur se dit, là, c'est un premier pas vers la victoire. La défaite est des fois un pas vers la victoire. Et à quel moment, parce que on va dire que Nassourdine, il a réussi, enfin, ce chemin là qu'il entreprend depuis un moment, il y avait les victoires, donc je pense que c'est plus facile à faire ces progrès là que dans la défaite, ou au contraire, toi, tu trouves qu'il a beaucoup plus progressé dans cette défaite contre Sean Strickland? Les deux, je pense que quand tu gagnes contre Shabazian, bah, ça te construit quand même, ça te remet en confiance, ça te donne, tu sais où tu es situé, tu vois. Enfin, ce qu'il a démontré au sol contre Shabazian, c'est correct quand tu gagnes même contre Joachim Buckley et que tu prends la montée sur Joachim Buckley, que tu prends le dos, que tu l'étrangles, que tu mets le grand épaule. Excuse-moi, je pense que tu apprends beaucoup mieux euh, comment il s'appelle, que Chris Curtis qui va contrer, Joachim Buckley qui lui met un coup de pied, il va le contrer et le sécher d'un coup. Tu n'as pas le temps d'apprendre. Je pense que tu apprends dans la vitesse, dans la défaite et dans la victoire aussi. C'est qu'il y a des victoires qui ont apporté de l'apprentissage à la sourdine, mais il y a la défaite surtout qui te remet d'équerre, quoi, qui te secoue violemment et qui te remet en question sur tout et qui te ramène en arrière pour faire tout à zéro. La préparation physique, la préparation mentale, la stratégie, la manière d'organiser ton staff, voilà quoi. C'est ça le bénéfice de la défaite, c'est que à condition que ça ne te brise pas, ça te ramène à réfléchir et repenser pour pouvoir revenir plus fort. Et physiquement, en Assourdine, on sait qu'il avait eu des problèmes par le passé. Il s'est fait opérer entre le combat contre Strickland et aujourd'hui. Est-ce que tu dirais qu'il est au top, que tout va bien, ou il traîne encore quelques pépins? Il est bien, il est excellent. Honnêtement, il est bien. Sinon, on n'aurait pas pris le combat. C'est un combat très compliqué. Ok. C'est un combat, Chris Curtis, c'est un combat où, quel que soit le chemin qu'on va prendre, il va falloir bosser. Tu décides d'étouffer Chris Curtis et et ne pas le laisser s'exprimer, ça demande du volume de travail qui te met au rouge. Tu décides euh, de ne pas l'étouffer et d'étaler ça sur la longueur, ça veut dire que si tu n'as pas si tu ne mets pas, en gros,
Où tu mets la puissance pour l'éteindre tout de suite, et auquel cas tu te mets grave en danger parce que tu mets vraiment de la puissance, mais ça te prend beaucoup d'énergie d'un coup. Et donc, si tu ralentis vers le troisième round, il peut venir te doubler, gagner et te coucher. Si tu décides d'étaler la force et d'aller de manière tranquille en mettant un peu d'énergie ça et là, bah, il va toujours te drainer parce qu'il est là. C'est vraiment un combat. Si on n'avait pas pensé que Nassoudine, sur la blessure principale qu'il avait été OP, on ne l'aurait pas pris parce que c'est un combat dur. C'est pas un combat. C'est un mec, il n'y a pas moyen 100% de défense d'amener au sol. Il n'y a pas moyen de le soumettre compliqué, le coucher compliqué. C'est compliqué à gagner finalement. Mais ça reste un mec qui est moins technique que Nassourdine. Et voilà, non, avant de choisir ce combat, avant d'accepter ce combat, on a quand même checké au moins le système de santé, qu'on soit bien au niveau de la santé. Parce que, effectivement, sur la règle dont je parlais tout à l'heure, euh, ne pas dire non quand tu te trouves dans cette situation-là où il y a quelqu'un derrière toi qui veut t'affronter et toi tu dis non, moi je suis très beau, je suis bien classé, je suis le plus fort et je suis en avant, je ne veux pas l'affronter, tu ne peux pas le faire. Mais tu peux le faire si tu dis j'ai un problème de santé. Sincèrement, mon médecin me dit je suis pas OP, mon épaule ne va pas bien, ma cheville ne va pas bien, je suis blessé, je ne peux pas le faire. Et là, pour le coup, non, la soudine, il va bien. Ça a été un camp d'entraînement génial quand tu es capable de tenir 15 rounds de 3 minutes avec un mec comme Yondi, qui est le Cubain, qui est 2 fois champion du monde de boxe, et le gars, il n'a que 25 ans. Quand tu es capable d'aller, de faire une vingtaine de minutes de combat avec des gars comme le feu Wilfried, qui nous a apporté un début de camp d'entraînement terrible, vraiment avec une qualité incroyable, une pression incroyable, je le remercierai toujours. Paix à son âme, quand tu es capable de faire ça avec un mec comme le sparring qu'on a aujourd'hui ici avec nous à Vancouver, qui est Gaëtan Yuri, équipe de France de boxe, plusieurs fois champion de France et tout. Quand tu tiens avec ces mecs-là et que tes articulations tiennent, machin, bon, c'est le meilleur moyen de tester si tu es en santé. Et concernant le cutting de Nassourdine, donc on sait avant c'était un welterweight, depuis passé chez les middleweight, il expliquait, et puis, enfin, il faisait pas un gros cutting chez les middleweight, là il explique vouloir revenir à ce qui se passait un petit peu en welter. Est-ce que ça c'est quelque chose, parce que toi, non, peut-être que je me trompe, hein. Non pas que t'as jamais été un gros fan du cutting, mais on sait que tes athlètes, c'est pas vraiment des gars qui perdent, enfin, qui font un yo-yo énorme. Est-ce que là, ce qui se passe pour Nassourdine, qui gagne encore un peu de poids, c'est un cas particulier, où toi, t'es en train de te dire, globalement, pour tous tes athlètes, faut peut-être qu'ils prennent un petit peu? Non, globalement, on ne fait pas ça. Quand on parle de sport de haut niveau, on ne globalise pas. On singularise. On est dans quelque chose c'est du sur-mesure. Il faut toujours prendre chaque cas et ne pas faire d'une anecdote une règle générale. Nassoudine, on s'est cherché jusque-là. Il a combattu longtemps à 67 kilos. Euh, j'ai supplié longtemps la famille Mavov pour qu'il me laisse le passer à 84 kilos parce que ça devenait impossible. C'était juste impossible. Je ne te raconte pas ce qu'on a vécu en Pologne, ce qu'on a vécu à Malte, ce qu'on a vécu. Enfin, on a vécu des cauchemars pour que Nassoudine puisse arriver à 67 kilos. C'était impossible. On a vécu des choses incroyables qui puissent pas le voir. Mais au bout d'un moment, on le laissait 2 heures au sauna, il n'y avait pas de goutte de sueur, il n'y avait rien, tu vois, c'était mort. Et il était épuisé. Donc, on a décidé de monter à 84 kilos. Aujourd'hui, on arrive à 84 kilos. Effectivement, il commence à capter un peu tous les conseils qu'on lui donnait sur la diététique sportive et tout ça. Il maîtrise, il gère maintenant de manière autonome. Il descend correctement au poids, il descend tellement correctement qu'il n'a pas besoin de cutter, finalement. Et du coup, on s'est dit, bon, peut-être on va ajuster un peu, peut-être là, on a le temps, on avait le temps, on rajoute donc de la masse, enfin, on rajoute de la force, on fait un programme force. Mais enfin, dès qu'il y a un développement de force, il y a forcément un développement de la structure, de la fibre musculaire. Donc, on prend un peu de la masse, on prend du volume parce que
la force est directement corrélée à l'épaisseur de la structure du muscle. Donc, à un moment donné, il s'épaissit un peu. Il prend la masse avec, il remonte vers 95, 96 kilos et on va partir de haut pour couper, pour cutter et arriver gentiment à 84 kilos. Comme ça, on s'est dit que dès le moment où on commence à faire la reconstitution, dès que l'eau rentre, bah, la masse revient rapidement et comme ça, il ressent un peu plus de puissance. Je ne suis pas convaincu que Sakaté ce soit 93 kilos. Je n'en suis pas persuadé. Je pense que, qu'est-ce que j'allais dire que Sakaté soit 67 kilos? Je n'en suis pas persuadé. Je ne le vois pas faire 67 kilos, en tout cas pas pour le moment. Mais la seule certitude, c'est qu'il n'y a pas de certitude sur la carrière d'un athlète. Il faut laisser aller, faut voir, faut s'adapter. Je ne suis pas fermé à ce qu'un jour, on envisage peut-être de repasser à 77 kilos s'il en a les capacités. Je ne suis pas fermé à dire, voilà. Pour le moment, il a une bonne taille, il a une allonge, il est plus grand que la plupart des 84 kilos qu'il va croiser sur son chemin. Et donc, mis à part quand il y a un cas extrême comme ce qu'on a fait avec Strickland où on a accepté de monter à 84 kilos et donc du coup Strickland lui il est plein dessus quand nous on n'est pas plein. Mais en tout cas, de manière générale, je pense que sa KT, la bonne KT, c'est 84 kilos, quitte à ce à chaque fois où on a le temps qui nous permet de développer la force ou alors de prendre juste de la masse, de la bonne qualité, on va construire un peu de la viande dessus, mais je ne suis pas sûr que 77 soit la bonne catégorie. Comment tu visualises le combat de samedi soir? Je visualise une belle guerre. Je visualise une belle guerre avec un adversaire qui va ça c'est ma déduction, hein. Je ne suis pas un magicien, hein. Je suis dans des hypothèses. Je me dis que quand tu es dans la même salle d'entraînement que le gars qui a battu ton dernier adversaire et que ce gars-là c'est ton pote et que tu vois comment il a gagné parce qu'il a mis une pression, je me dis je vais faire la même chose et c'est plus simple. C'est plus simple à gagner si je mets à peu près le même game plan. Sauf que moi, je suis un peu plus précis en puissance. Je parle là de Chris Curtis. Il est un peu plus puissant. Il a plus de knockout power que Strickland. Et il est euh, meilleur boxeur, en tout cas en anglaise. Il est meilleur boxeur avec les jambes. Strickland gère mieux les jambes que lui. Et du coup, je pense que c'est ce qu'il va essayer d'appliquer, de mettre une grosse pression sur Nassour. Et du coup, ça apporte deux solutions. C'est que ça te noie, en fait. C'est que l'idée, ce sera de noyer Nassour à de frappe qui ne sont même pas compliquées en termes d'information. Tu sais où ça vient. Ça vient au corps, ça vient à la tête. La plupart du temps, ça vient au corps, ça vient à la tête. Et donc, je pars sur le principe que on s'attend à ce que il y ait cette méthodologie qui soit mise en place en disant ça marche, pourquoi vous voulez changer? Ok, tu peux m'en rajouter un petit back fist de temps en temps. Ok, tu vas m'en rajouter un middle kick de temps en temps. Ok, on a appris qu'il était opéré là, bon, tu vas rajouter une frappe dessus. Mais sinon, grosso modo, il va falloir lui mettre la pression de façon à ce qu'il étouffe et que tu le mettes au rouge. Faut être patient, amène-le gentiment sur le rouge et sur le du deuxième ou troisième round, tu vas pouvoir accélérer. Euh, bon, voilà, c'est ce que j'imagine. Et de l'autre côté, on va voir comment il y a quelles adaptations pédagogiques la Sony va faire. Ok. Donc réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Et est-ce que là, donc ça y est, ça vient d'être officialisé par l'UFC, même si tout le monde savait. Samedi 2 septembre prochain, UFC Paris Volume 2. C'est un Fight Night finalement. Est-ce que l'objectif pour Nassourdine, c'est d'y être? Yes, absolument. Le but, et ça, c'est très complexe parce que quand tu es au mois de juin, tu es en fin juin et que tu combats sur un gros combat qui va être un combat très dur, ça va être un combat très dur. Chris Curtis, ça va être un long combat dur. En tout cas, on s'attend à un long combat dur. Tout est possible. Hein. Nassourdine n'est pas le premier venu. On l'a déjà vu snapper et toucher rapidement et pouvoir conclure les combats ou l'inverse, tu vois. Mais en tout cas, on part sur le principe que ça va être un combat dur. Sortir de ce combat avec une victoire et avec
une petite blessure, en tout cas une blessure qui permette que on soit éligible pour septembre, c'est tout un programme, c'est tout un match, c'est compliqué. Aïe, 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 aïe. Mais en tout cas, on croise Parce les que, doigts, hein, parce que bon. c'est ça, parce que même quand tu n'as rien, quand tu as fait un beau combat, t'arrives, tu mets une frappe, tu sors du combat, tu as quand même 2 semaines de suspension, déjà. On te donne 2 semaines, tu peux pas recommencer tout de suite. OK, si tu sors de là avec, je sais pas moi, un orteil blessé, une peau, une ouverture ou la racade, n'importe quoi, déjà, on te met déjà un mois, je sais pas, 4 semaines, 6 semaines. Donc, ça peut aller très vite et t'empêcher d'arriver sur Paris. Mais le but, c'est ça. Le but, c'est bah, tous les Français. Tu sais bien que tous les Français, euh, là, aujourd'hui, on a 5 noms sur le papier de l'agence Management Factory qui devrait être sur l'UFC. Ok. Donc, il faut maintenir ça. En vrai, ce serait incroyable ce serait incroyable pour la France, mais pour toi, si t'avais 5 gars, donc l'année dernière, t'en avais 3. Là, 5. J'en avais 3, non, j'en avais 4 en fait. Tu as oublié Taylor Lapillus. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Taylor a juste été blessé à la main, c'est pour ça qu'il n'a pas combattu, mais Taylor était sur la FA4, donc on en avait 4. C'est déjà bien. Vas-y, arrête, arrête, arrête. Bref, mais pour cette carte-là, donc, voilà, UFC 289 dans la nuit de samedi à dimanche, ça se passe à Vancouver. Main event, Amanda Nunes, Irene Aldana. Là, éclaire mes lanternes parce que je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas que... Qu'est-ce qui te tue le télé? Je sais que t'es un fervent défenseur du MMA féminin, mais pour le coup, tout le monde s'en fout. Ce qui est bizarre, c'est que tout le monde dit qu'il s'en fout, Ouais. mais les PPV de ces gars-là cartonnent. Ben parce qu'il y a Darius contre Oliveira, et puis que le reste de la carte est assez chargé. Mais non, t'as pas compris. Je viens de te donner une information très bonne que tu ne comprends pas, que tu ne captes pas. Je te donne une info. Selon le responsable des viewers et du pay-per-view sur Endeavor et UFC Fight Pass, les femmes, ça cartonne. C'est que ce n'est pas un hasard si tu vois qu'il y a 3 cartes à l'UFC et que sur 3 cartes, il y a un main event féminin ou un co-main event féminin, c'est pas du tout un hasard. Si l'UFC est capable de faire les chiffres qu'ils ont fait là, 384 millions machin en une année, c'est parce qu'ils lisent ces chiffres-là et qu'ils ont des indicateurs. Il y a des gens qui te disent ce qu'ils n'aiment pas, et donc c'est une poignée de gens, et toi tu as l'impression que c'est la réalité. Non, parce que moi j'ai des infos chiffrées aussi. Mais après peut-être qu'il n'y a aucune corrélation, mais quand on regarde les chiffres sur YouTube et qu'on voit que le countdown de Darius Oliveira explose Nunes Aldana. Tu vois, je me dis qu'il y a... Alors, on se met d'accord. Nunes Aldana, c'est une chose. Ouais. Moi, je ne veux pas défendre le combat de Nunes Aldana. Ah. Parce que Aldana, elle souffre de son impopularité, de personnes qui ne la connaissent pas. C'est ça, oui, c'est pas qu'elle est pas populaire, c'est que les gens la connaissent pas. Ouais. C'est juste l'une des meilleures boxeuses au monde, pire. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que je viens de dire. À l'UFC, Aldana est probablement l'une des meilleures boxeuses, avec celle qui a pris la ceinture, sa collègue de salle d'entraînement. Avec sa Grasso Grasso. Ce sont d'excellentes boxeuses. C'est vraiment la boxe cubaine. C'est une belle école de boxe. Mexicaine. Je dis cubaine, mais non. Une belle l'école mexicaine de boxe. Ce que je vais dire ici, c'est que la notoriété des countdowns dépend directement des personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Le but d'ailleurs des countdowns, c'est justement de vendre Aldana pour que dans 2-3 ans, elle soit une grosse vendeuse de PPV de la même manière que Nunes ne l'était pas il y a quelques années quand c'était Ronda Rousey qui travaillait, qui vendait les PPV. Le rôle d'un promoteur sportif, c'est de voir le futur. C'est de travailler le futur. Te donner à toi le présent te fait plaisir à toi, mais ne lui fait pas plaisir à lui et ne l'arrange pas. Parce que bientôt, Amanda Nunes va annoncer sa retraite.
quand elle sera partie, tu auras qui d'autre dans la KT? On aura besoin d'un nouveau sang. Et donc, ce sang-là, c'est le transfert de relais, là, c'est ce passage de relais qu'on est en train de faire entre Amanda Nunes et la nouvelle, euh, euh, et, et, euh, Aldana, ouais. comment elle s'appelle? Aldana. Aldana, crois-moi, Tu penses qu'elle va gagner? elle a de fortes chances de gagner. Je vais être sincère avec toi. Si je veux jouer la sécurité, je joue la sécurité et je vais dire qu'il y a Nunes qui va gagner parce que le niveau d'expérience, c'est juste phénoménal. Elle a 17 combats à l'UFC, dont 11 pour des titres, pour des ceintures ou des main events. Ça veut dire qu'elle a 11 combats qui sont en 5 rounds, quand la totalité des combats de Aldana à l'UFC, c'est 11 combats. Et malgré le fait qu'elle ait 17 combats et qu'Aldana ait 11 combats, et qu'elle ait 17 combats parmi lesquels 11 combats avec 5 rounds, elle a quand même un delta de minutes sur Aldana de passer dans la cage qui est de l'ordre de 14 minutes, un truc comme ça. Ça veut dire que concrètement, cette femme-là, elle a une grosse durée, une grosse expérience de combat, mais elle finit rapidement les gens. Donc, l'expérience, la puissance, tout est du côté de Nunes. Mais quand je vois ce qui s'est passé entre Juliana Peña et Nunes, je ne serais pas surpris que Aldana arrive et nous fait un truc de malade. Mais concrètement, si je dois passer mon bulletin de vote, je le passe pour Nunes parce qu'il y a beaucoup plus de sécurité de l'autre côté. Mais si tu es un ouf et que tu as mis assez d'argent et que tu veux faire n'importe quel pari, vas-y plutôt. Si tu veux faire un truc de malade et ramasser un jackpot, va chercher un truc, genre un coup de retourné de la part de Aldana et tu peux juste choquer le monde et te mettre bien. Aïe aïe aïe. Bah donc ce sera le main event de l'UFC 289 et Fernand le co-main event qui est le main event du peuple. Benil Dariush contre Charles Oliveira, peut-être sûrement le vainqueur aura... Est-ce que tu serais pas un peu misogyne, toi? Ah d'accord. Pas du tout. En vrai, pas du tout. Non, c'est juste que... On va dire, ça m'embête beaucoup quand il y a des... Ce que j'aurais fait à la place de l'UFC, mais encore... Je n'ai pas encore... Est-ce que... Oui. Ouais, j'ai envie de voir la place des filles sur la sur FC. LSFC, non mais... Mathilde contre Benita, c'était très bien. LSFC 1. C'est au combat, Voilà. absolument. Ah bah voilà. C'est bien. Non, là c'est juste... Tu les as placés où? En début de carte, en début de carte. Ah, voilà, ok. Non, attends. Pour, pour Nunez contre... en fait, ce que j'ai trouvé dommage, et de temps en temps, l'UFC font ça, mais, et je comprends complètement parce qu'il y a cette logique de calendrier et tout, mais ils auraient pu, tu vois, Nunez Peña 3, moi, ça m'intéressait. Là, tu vois, Nunez Aldana... Tu vois, c'est là où je suis d'accord avec toi. Ce que je suis d'accord avec toi, c'est que toi, ce que tu vois, c'est les noms qui claquent tout de suite. Et tu as raison. Si ça claque, ça a un sens. Mais je te dis qu'il y a deux choses que tu dois comprendre pour la logique d'un promoteur sportif. Moi, quand je parle avec toi, je comprends ta logique. Je comprends ce que tu veux. Oui, mais tu dis que c'est sur l'avenir, ils misent sur l'avenir aussi. Tu vas me parler d'un truc et puis moi, je vais te dire, écoute, Guillaume, moi, j'ai pas envie de parler de ce sujet-là. C'est un sujet qui est pas intéressant pour moi. C'est ridicule. Et tu me dis, mais Fernand, c'est le sujet du peuple. Les gens, ils veulent que ça parle de ça, ils veulent machin. Et je te dis, bon, moi, ce truc-là ne m'intéresse plus d'aller. Voilà. Et je comprends ta logique à toi. Toi, sur ton bureau à toi de médias, tu as besoin de ça. Le promoteur sportif a deux éléments qui comptent. Comment vendre. Et donc, du coup, quand j'ai envie de vendre, je vais aller chercher une fille qui est forte comme Nunes et ensuite, comment pérenniser l'événement pour qu'il y ait des nouveaux talents qui soient connus. Bon, il va chercher une fille qui va être la fille qui va remplacer probablement Nunes à un moment donné. Et voilà comment ça fonctionne. Aussi simple que ça. Tous ces petits événements que tu vois à Vegas, qu'on trouve ridicules, quand on dit Kai France, quand on dit machin, on dit, oh, bon, faut trouver mieux, quoi. On peut nous apporter un nom qu'on connaît déjà. Mais le mec s'est dit, lui, non, ici, il y avait Thiago machin, ensuite il y avait Josh Saint-Pierre, ensuite il y a eu Cowboy Cerrone. Ça passe rapidement. Il faut que je fabrique du nouveau. Il faut que je ramène des champions. C'est la logique que doit avoir un entrepreneur. Si tu restes sur MMA Factory en te disant,
bon, j'ai un tel athlète, bah non, tu ne peux pas. Pendant qu'on est en train de travailler sur Nassourdine, il faut déjà penser au futur. Il faut qu'on se mette à dire, bon, il y a une nouvelle génération qu'il faut pousser, qu'il faut entraîner. Ensuite, il y a d'autres qui sont même pas encore là, qui entrent à peine au MMA Factory. Et c'est ça qui est intéressant. Je parlais de, là, il y a juste un instant avant de commencer ce kinéologie, je parlais avec une jeune fille qui a 23 ans et je pense que c'est le futur. Je pense que c'est un futur porte-drapeau sur le MMA Factory à un moment donné, parce qu'elle a 23 piges, parce qu'elle a déjà été championne du monde euh, en junior, parce qu'elle a fait plein de médailles panaméricaines et tout dans sa discipline, et elle va faire ses débuts en MMA et c'est un bordel. Donc, du coup, tu dis, si je suis un visionnaire et que je veux faire que ma marque, elle dure, j'ai besoin de construire avec le futur. J'ai besoin de développer le futur. Certes, j'entretiens le passé, mais il faut que je développe le futur. Et c'est ça que tu ne veux pas comprendre quand je te dis que tu ne comprends pas la logique de ce mec, mais lui, le matchmaker, lui, il a une logique qui est simple. Quand je vais arriver en France bientôt et que je vais faire pay-per-view, comment tu veux que je fasse des pay-per-view si je ne pousse pas Fares Ziam, si je ne pousse pas William Gomis, si je ne pousse pas Taylor Lapillus, si je ne pousse pas, ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher à pousser ces gens parce que Manon Fiorot, elle est déjà connue. Sirigan, déjà connu. Nassourdine, un peu déjà connu. Il faut le repousser encore. Le mettre en main event, c'est pas un hasard. C'est parce qu'on veut le faire connaître, parce qu'on s'est dit à un moment donné, il va falloir que j'y ai des gens qui soient vendeurs. Et pour qu'ils soient vendeurs, il faut que moi, je les développe. Si je ne les développe pas, je ne peux pas vendre derrière. Et c'est cette logique-là que je prie en fait les gens d'écouter un peu, de se dire, avant de ne pas comprendre comment on monte une facade, il faut que je me mette à la place de celui qui construit ce métier-là. De dire, bah, moi, je pourrais aller à la boulangerie, je dis, mais pourquoi on ne fait pas des pains de 400 grammes? Pourquoi on fait que des pains de 100 grammes? Ouais, laisse tomber, frère. C'est mon métier à moi. Va faire le sport, laisse-moi vendre le pain. C'est ce que je veux dire, parce que avec l'expérience, j'ai appris à faire le pain et je sais que c'est celui de 100 grammes qui se vend le mieux. Non, mais là on est d'accord, parce que en vrai, la stratégie de l'UFC, évidemment. Et je préfère juste quand c'est d'une manière, tu vois, par exemple, quand ils avaient fait, donc t'avais Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov en main event, et en co-main, il y avait Derrick Lewis contre Volkov. Et grâce à cette victoire de Derrick Lewis, il a affronté Daniel Cormier ensuite. Mais ce que je veux dire, c'est que tu restes sur un truc où le clou du spectacle, donc Conor Khabib, est effectivement le clou du spectacle. Là, pour moi, le clou du spectacle, c'est le co-main event Benil Dariush contre Charles Oliveira. Je suis complètement d'accord. Je pense que dans l'ordre des choses, d'ailleurs, je comprends même pas, on est à Vancouver, quoi. C'est pas comme si, c'est pas comme si Nunes vivait à Vancouver ou que son adversaire vivait à Vancouver. Voilà. Mais en tout cas, sur le broadcasting, je pense qu'ils avaient déjà classé le truc et que la couverture et que l'annonce était déjà faite sur Nunes et quand ils ont rajouté le combat Ouais. de Oui, parce Misael. qu'il s'était blessé, ça devait être au mois de mai normalement, Oliveira. Voilà, donc du coup, la carte était déjà annoncée, certainement les titres, il y a beaucoup de choses qui étaient déjà placées et c'était le main event, on n'a pas voulu déplacer. Et donc Mais t'en c'est penses sûr, quoi de ce co-main du coup? j'ai peur pour mon gars. Oh. Je souhaiterais beaucoup. Ouais, j'aimerais beaucoup que Charles Oliveira gagne. Vraiment, je le kiffe, j'aime beaucoup son style. Je trouve que c'est très épuré, c'est très technique, c'est à la fois agressif, mais très technique ce qu'il fait, tu vois. Ce mec, il a des stats qui sont venus de nulle part, on n'a jamais vu ça. C'est que le mec, enfin, le mec, c'est un bon striker, mais quand tu vois son niveau technique au sol, c'est effrayant. Tu vois. Je crois qu'il a combien? Je crois qu'il a 33 victoires par soumission. Donc, enfin, mais il y a 33 victoires au total, donc 21 par soumission. C'est énervé. Je crois que des remakes shows, il doit en avoir 9. Les guillotines, il doit en avoir 3. Enfin, il est capable de tout faire au sol, et il a beaucoup amélioré sa boxe.
Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui ne me plaît pas, en fait, qui me fait peur. J'ai l'impression que Benus Dariush va gagner. Oi, 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 oi. Dans quel sens, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un changement ou le... Je pense qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à changer sur sa manière. C'est que s'il recule et qu'il attend, il n'est pas lui-même et perd le combat. S'il avance, il est très agressif. Au début, il surprenait parce que, bon, du coup, il se faisait coucher et quand il est par terre, il appelle le gars par terre, le gars se jette et puis il se fait soumettre. Sauf que tu sais bien que Benu Diallo, déjà, il a un bête de sol, son sol est correct déjà, c'est un très bon sol. Mais au-delà de ça, moi, je vois bien le combat aller et puis il y a Charles Oliveira qui arrive avec un pédalo, un coup de genou sauté, boum. Mais pendant qu'il est en suspension, il se prend un crochet, il tombe, knockdown. Et là, derrière, il se met sur le dos, il appelle l'autre, l'autre lui dit attends, laisse pas réfléchir un peu. Non, je suis pas chaud, je viens pour le sol. Reviens debout. Et tu as, j'ai l'impression que ça peut mal se passer, en fait, parce qu'il y a des ouvertures chez Charles Oliveira. Oui, statistiquement, il reste très impressionnant. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à me décider, genre en clair, genre il peut gagner. J'ai vraiment peur pour lui cette fois-ci. Je veux vraiment que Charles gagne, mais je pense que ça va pas le faire. J'ai peur aussi. J'ai peur pour lui, mais en tout cas, ouais, réponse dans la nuit de samedi à dimanche pour ça. Normalement, le vainqueur pourrait peut-être avoir le prochain title shot dans cette catégorie lightweight en attendant Islam Makhachev qui revient au mois d'octobre. Fernand, dernier point de Skin Energy, c'est l'UFC Paris dans sa globalité, on l'a dit tout à l'heure, ça a été annoncé officiellement. Toi, tu peux rien nous révéler bien évidemment, mais par rapport au premier, est-ce que ça change un... Hmm. C'est bien, t'es futé, tu commences à capter. Bah oui, malheureusement, on va pas avoir d'infos. Mais justement, tu vois, tu parlais d'un potentiel pay-per-view en France. Comment s'est passé le changement? Est-ce que, je sais pas, l'UFC change peut-être de cap? Enfin, comment ça s'est fait Non, les... non, je ne pense pas. Je pense juste que c'est comme tout. C'est que des fois, toi et moi, on arrive là et on pense qu'on a un sujet et puis on commence le podcast et à la fin, le titre change. Et tu improvises un titre. Moi, des fois, je pense qu'on a tourné un truc et puis quand je vais regarder à la télé, je vois un autre titre, enfin, sur YouTube, je vois un autre titre. Je sais même pas, tu m'as même pas averti, je sais même pas de quoi on parlait, tu vois. Donc, je pense que la vie, elle est comme ça et que dans la volonté de l'UFC d'arriver en France, ça dépend toujours de la temporalité de ce qu'il y a. C'est toujours dépendant de la temporalité de ce qu'il y a. Et je pense que si on se rend compte que euh, le main event n'est pas très puissant, alors on se dit on va le ramener en finale et puis on va attendre une autre fois pour faire un gros main event. Donc voilà. Attends. Le main event ne serait pas très puissant? C'est possible. Il peut rien dire, c'est terrible. C'est C'est terrible. possible. Non, non, pas très puissant, c'est que Est-ce que... si tu as un main, je- si tu as un main event Vas-y. où tu as le numéro un contre le numéro 2 de la catégorie qui se battent, Ouais, bah c'est plus facile pour toi de le passer en pay-per-view. complètement. OK. Si tu as un main event où ce n'est pas le cas, tu pourrais le rétrograder en Fight Night. Donc, je me dis Ah, qu'ils si se c'est sont pas par laissés, exemple le numéro un contre le numéro 3, c'est ça que tu veux dire? par exemple, Ouais, ok. par exemple, tu vois. Mais voilà, ce que j'essaie de te dire ici, c'est que quand tu ne sais pas comment quand tu ne sais pas encore comment tu vas faire la FAT4, c'est pour ça que ça a pris du temps pour être annoncé, c'est que tu essaies de la constituer. Et quand tu la constitues, tu te laisses la liberté de te dire, je pourrais faire ça un bête d'event ou je vais le faire moyen event en fonction de qui je vais faire comme main event et qui je vais faire comme main event. Et quand c'est clair dans ta tête, bah, tu changes de fusil d'épaule, tu décides, voilà, c'est un fanat parce que, voilà. Est-ce que, donc là, j'ai vu l'équipe qui a dit que Cyril Gane serait de la partie. Est-ce que Mhm. du coup c'est erroné? Non, c'est sûr. Ah oui, d'accord, ok. Ok.
Ok. Bon bah ouais, bah, on se tient au courant là-dessus. Mais en tout cas, donc ce sera au mois de septembre, le 2 septembre précisément. Est-ce que tu penses que ça peut battre les records du premier événement? Oui, parce que l'événement aujourd'hui se vend tout seul. Aujourd'hui, l'événement de l'UFC se vend un peu tout seul sans avoir besoin de fioriture, d'ajouter des grands noms comme John Jones. Hein. C'est que je pense qu'aujourd'hui, Paris a montré que c'était une capitale où on achète beaucoup de places et que là, moi, à l'heure-ci, je suis débordé déjà des demandes de places. C'est comme ça se passe très vite. Euh, et, euh, et donc, euh, je sais que ça va se vendre rapidement, il n'y aura pas de souci. Parce que tout le monde attend ça, parce que tous les fighters français veulent être sur cette fight-card-là, parce que tous les employés de l'UFC veulent être sur cette fight-card-là, tous les arbitres de l'UFC, les juges veulent juger sur cette fight-card-là. C'est vraiment... Paris, c'est l'endroit où la plupart des gens qui font l'UFC veulent être. Vraiment, de mes discussions avec tous les membres du staff de l'UFC, les photographes et machin, c'est je vais être là et tout. Est-ce que tu peux pas dire que tu as besoin de moi pour tel truc à Paris et tout? Ça va être bien et tout. Je vais être là et tout. Voilà, c'est le délire. C'est le truc sympa où tout le monde est avec là. Donc, je pense qu'il y a cet engouement-là qui se communique au sein de tout le monde, des personnes et tout. Et puis, là, ce matin, j'ai eu déjà pas mal de coups de fil intéressants. Des gars et putain, il sait que normalement, il n'y a pas de souci. Ça ne devrait pas être un problème qu'il soit là-dessus, mais il veut se rassurer quand même, tu vois. Tu vois, j'ai fait un coucou à William Gomis qui m'a demandé si j'allais bien ce matin, tu vois. Pas du tout intéressé, pas du tout intéressé. Je suis intéressé, tu vois, mais ce sont mes gars, je les connais, c'est pareil, tu vois. Paris, c'est intéressant pour tout Hmm. le monde. Alright, et bah affaire à suivre. Fernand, comme chaque semaine, merci beaucoup. Je le rappelle, 23 juin prochain, première main event de Baysangour Shamsudinov à Ice Fighting Championship contre un vétéran de l'UFC. C'est le gros choc pour lui. Les débuts d'Axel Sola également. Malheureusement, ils ne s'affronteront pas cette fois, mais bon, faut jamais dire jamais. C'est une première pierre qui va être posée sur un potentiel grand édifice qu'on pourra voir d'ici quelques mois. En tout cas, moi, je lâche pas l'affaire pour que les deux s'affrontent un jour ou l'autre. Et ouais, puis pas mal de pépites, mine de rien, sur cette carte-là. Oui, pas mal de personnes. Je pense notamment comment il s'appelle, Kenzo Suarez qui fait son retour. Gros potentiel. Je pense à Ilian Borfia, l'un des combats que j'attends beaucoup. On dit beaucoup de bonnes choses de lui. Carlos lui m'en a parlé. Euh, il m'a parlé des sparring en Suède et tout, entre Ilian et puis Shimaev. Hamzat. Et puis, j'ai envie de voir ce que ça donne en réalité quand il est en situation de combat sur Ares. Et puis, il y a qui d'autre? Il y a, il s'appelle Ale Joseph Donatello, qui va aussi faire son retour. Je pense que qui d'autre? J'ai oublié un prospect. Je parle là des jeunes combattants et tout. Il y a Bien sûr, Tekena qui revient. il y a Alunea qui va faire un gros combat. Il y a, oui, Tekena qui revient. Euh, ouais, il y a, Non, c'est une c'est la carte, carte de la next gen, ouais. voilà, c'est une grosse carte de jeunes et ça va remonter, bien sûr, le retour d'un vétéran parmi les jeunes qu'on connaît déjà, qu'on ne représente plus, un autre Imavov, Dagir Imavov, qui va prendre aussi un vétéran de l'UFC. Donc on est impatient de voir ça. Come and